Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans le journal du 30 août 2023. Voici les principaux titres. Quatre organisations internationales réclament la libération sans condition de Floriane Irangavie. La journaliste vient de passer une année en détention au Burundi. Et les constructions sur les montagnes sont la cause majeure des inondations répétitives de la ville de Bujumbura. Le ministre des Infrastructures a évoqué hier le manque de moyens pour limiter les dégâts. Et les militaires dénoncent la persistance du problème de retrait de leur argent dans la coopérative Sekadem. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. « 30 août 2022, 30 août 2023, la journaliste Floriane Irangavie totalise toute une année en prison. La journaliste devrait être libérée immédiatement sans condition et sa condamnation annulée selon quatre organisations de défense des droits humains et de la liberté de presse. Pour ces organisations, le cas de Floriane Irangavie se place dans les pratiques bien établies de détention arbitraire et poursuites engagées contre les voix critiques et les opposants au gouvernement. Éloge Divin Remesha nous en dit plus. Nous appelons les autorités du Burundi à ordonner la libération immédiate et sans condition de Floriane Irangavie et d'annuler sa condamnation. Il s'agit de Clémentine Monjoy, chercheuse à Human Rights Watch, qui appelle à la libération de la journaliste Floriane Irangavie et à l'annulation de sa condamnation au nom de quatre organisations internationales qui militent pour la protection des droits humains et la liberté de la presse. Ces organisations sont Human Rights Watch, Amnesty International, Initiative pour les droits humains au Burundi, IDHB et le Comité pour la protection des journalistes CPJ qui ont sorti une déclaration conjointe ce mercredi, jour auquel Floriane Irangavie totalise une année en détention. Pour Human Rights Watch, chercheuse au sein de la division Afrique de cette organisation, signale que l'emprisonnement de Floriane Irangavie démontre que la répression envers tous ceux qui osent critiquer le gouvernement au Burundi est loin d'être terminée. Quant à Amnesty International, par le biais de son directeur pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, Tigere Chaguta, cette organisation indique que le procès de Floriane Irangavie viole sa liberté d'expression, en plus qu'il lui retire son droit d'obtenir une justice équitable. Le fait d'empêcher à cette journaliste d'obtenir les soins de santé dont elle avait besoin est également critiqué par les quatre organisations internationales dans leurs déclarations. Motoki Momo, représentante pour l'Afrique subsaharienne du Comité pour la protection des journalistes, qualifie ce fait de cruel dont l'objectif pour le gouvernement est de réduire au silence les personnes critiques. Quant à l'IDHB, cette organisation déplore l'inaction du numéro 1 burundais qui, selon elle, se manifeste par un silence alors qu'il est au courant de l'emprisonnement arbitraire de Floriane Irangavie. Karina Tertsakian, de l'Initiative pour les droits humains au Burundi, indique que le président Evariste Ndayishimiye devrait faire un appel à la justice pour qu'elle libère immédiatement la journaliste Floriane et devrait aussi veiller à ce que son gouvernement n'ait pas recours au système judiciaire pour cibler et persécuter les voix critiques et les opposants. Des actes qui, selon l'IDHB, permettraient de croire aux paroles du président Ndayishimiye en ce qui est de ses promesses de réforme. Human Rights Watch, IDHB, CPJ et Amnesty International déclarent ainsi qu'elles trouvent que la condamnation et l'emprisonnement de Floriane Irangavie ne visent qu'à la punir pour avoir exercé pacifiquement son droit à la liberté d'expression. À titre de rappel, Floriane Irangavie séjourne actuellement à la prison centrale de Muyinga. Elle a été accusée d'atteinte à l'intégrité territoriale et condamnée à 10 ans de prison et d'une amende d'1 million de francs burundais par le tribunal de grande instance de Mukaza. C'était au mois de janvier dernier. Le 30 août de chaque année, le monde commémore la journée internationale des victimes de disparition forcée. Au Burundi, ce crime de droit international reste toujours une réalité. Dans sa déclaration, la campagne Ndondeza de l'association Focode donne toute une liste de personnes victimes de l'enlèvement au cours de cette année. Suivez plutôt Pacifique Ninina Azwe, président de l'association Focode. Dans cette déclaration, nous avons en premier lieu rappelé que les disparitions forcées continuent
et nous avons donné quelques exemples des cas de disparition forcée recensés en 2023. C'est par exemple le cas de Frodoir Ndaikengurukiye, enlevé le 16 février 2023 à Kamenge par des agents du service national de renseignement. Le cas de Viateur Nzigo, militant du parti CNL, enlevé le 29 mars 2023 en commune Gassogwe par des responsables du service national de renseignement et de la jeunesse Imbonerakure en province Muyinga. C'est le cas de Focas Niubunu, responsable local du parti CNL en commune Bururi, qui a été enlevé le 23 mai 2023 au chef-lieu de la province Bururi. Le même jour, toujours à Bururi, Jean-Claude Ndaikengurukiye, percepteur de la taxe communale, a été enlevé en répondant à un appel d'un responsable communal connu aussi comme un informateur des services secrets. Il y a un cas très récent en province Kayanza, Désiré Manirambona, ancien agent du service national de renseignement, d'ailleurs utilisé dans beaucoup de crimes, dont des cas d'assassinat et d'enlèvement des citoyens, a lui aussi été enlevé le 31 juillet 2023 et il reste introuvable jusqu'ici. Nous avons également rappelé l'importance des alertes rapides parce qu'en 2023, il y a des personnes qui avaient été enlevées par le service national de renseignement qui ont été sauvées par nos alertes. Pacifique Nininazoe regrette que les hautes autorités du pays fassent la sourde oreille devant les multiples alertes en rapport avec ces disparitions forcées. Le pire, selon Pacifique Nininazoe, est le comportement de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. En deuxième lieu, notre déclaration rappelle que l'impunité des auteurs des disparitions forcées reste la règle au Burundi, en dépit des promesses du président Evariste Ndayishimiye de châtier les auteurs de ces enlèvements. Ici, nous avons rappelé la lettre que nous avons envoyée au président Ndayishimiye en août 2022, une lettre qui comprenait notamment une liste de 80 personnes enlevées par les services de l'État sous le régime Ndayishimiye, et pourtant le président n'a jamais répondu à cette lettre et il n'a engagé aucune enquête sur ces disparitions forcées. Nous donnons un autre exemple, c'est le fait que la justice burundaise, depuis 2015, n'a condamné aucun agent de l'État impliqué dans un cas de disparition forcée. Et il n'a été demandé à aucun organe de l'État de justifier le sort d'une personne qu'il a arrêtée et qui n'a jamais été retrouvée. Nous rappelons le silence de l'armée burundaise depuis 2 ans sur le sort des personnes arrêtées ou enlevées par le renseignement militaire en 2021. Et nous condamnons le fonctionnement de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, qui depuis 4 ans, sous la direction de Sikte Vignini Muraba, n'a rapporté aucun cas de disparition forcée dans ses rapports depuis 2019. Nous avons enfin appelé la communauté internationale, les partenaires du Burundi, à rester vigilants sur ce phénomène de disparition forcée au Burundi. Le collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes de droit international commis au Burundi Kavib affirme également que les disparitions forcées sont encore pratiquées au Burundi. Maître Yves Runyagu, chargé des relations publiques et plaidoyer au sein du Kavib, indique que le combat contre ce crime est un combat dur. Il appelle les Burundais et la communauté internationale à se lever contre ce crime. Maître Yves Runyagu est confiant que tôt ou tard, la justice vaincra. D'abord, c'est un combat qui est mené non pas par le Kavib seulement, non. C'est un combat que nous menons comme Burundais et Prix de paix. C'est un combat qui est mené par des organisations de la société civile burundaise et qui trouve écho aussi au niveau des organisations internationales, des organisations régionales et tout ça. Et c'est là où réside essentiellement notre espoir qu'un jour la justice finira par triompher. Que les auteurs de ces crimes, même si pas tous évidemment, certains, surtout les commanditaires, les responsables pourront avoir à en répondre un jour. C'est un combat difficile, acharné, qui prend du temps, mais nous gardons espoir. Nous, comme juristes, c'est normal.
que nous le concevons facilement que ce soit long, que ça doit être un combat dur et qui prendra tout le temps que ça nécessitera. Je pense que beaucoup connaissent les cas de Pinochet en Argentine par exemple, les cas de Hissène Habré au Tchad. Ce sont des cas qui sont illustratifs de la manière dont les procès peuvent être longs, de la manière dont toutes ces procédures-là judiciaires peuvent prendre beaucoup de temps, beaucoup d'années même, mais aussi qui sont source d'inspiration pour ceux dont les leurs ont été. Ça prendra le temps que ça prendra, mais on garde espoir qu'avec justement des journées comme celle-ci, les gens vont toujours se rappeler de ce qui s'est passé, vont toujours aussi sensibiliser et mobiliser les différents acteurs pour que justement tout le monde travaille ensemble pour aboutir à cette justice. Donc nous ne désespérons pas, nous espérons que malgré la longueur de tout ça, la lumière finira par éclater un jour et même les langues pourront peut-être éventuellement se délier et on aura à connaître beaucoup plus de vérité. Et c'est ça que nous souhaitons en profondeur pour justement souder la société. Nous voulons que ce phénomène de disparition forcée s'arrête au Burundi, mais aussi qu'il y ait quand même aussi des poursuites. Ne fût-ce que pour donner l'exemple que, voilà, le gouvernement, le pays dans l'ensemble, l'État du Burundi, n'est pas avec ceux qui commettent ça. L'OCAVIB estime que depuis 2015, plus de 800 Burundais ont été victimes de disparitions forcées. Dans un instant, nous parlons gouvernance dans le secteur de l'éducation. Il est déplorable de constater que le favoritisme et l'appartenance politique sont considérés comme critères pour faire des nominations dans le secteur de l'éducation. Propos de Libera Ntibashira Kandi, expert en éducation, qui réagit sur l'annulation des nominations de 2 directeurs d'établissement en province Rumongue par le ministre de l'Éducation, après qu'il les a nommés sur proposition du directeur provincial de l'enseignement à Rumongue et après des lamentations de certains éducateurs. Ce qui se passe dans l'enseignement, notamment en matière d'embauche des enseignants, des directeurs d'école, ce qui se passe est vraiment déplorable parce que tout simplement, le constat est amer. C'est qu'on se base sur les critères uniquement d'appartenance politique. C'est-à-dire, c'est en majorité les membres du CNDD-OFDD, donc du parti au pouvoir, sont engagés la plupart des fois dans le secteur de l'éducation. Et le constat est amer, puisque le ministre se désiste après avoir signé, les yeux fermés, sans avoir vérifié véritablement que la personne a des compétences requises pour remplir correctement ses missions dans l'intérêt général, dont l'objectif premier est d'améliorer la qualité de l'enseignement, mais aussi améliorer la gouvernance des écoles. Et malheureusement, cette façon de procéder, c'est-à-dire le clientélisme, engagé sur base d'appartenance politique, sans compétences requises, ni expérience requise, conduit à la détérioration de la qualité de l'enseignement. Donc, c'est triste, c'est une des raisons pour lesquelles la qualité de l'enseignement s'est détériorée. Il ne suffit pas que le ministre, disons, annule la décision qui est déjà prise. Il faut plutôt faire en sorte qu'il y ait une transparence dans l'embauche, que ce soit pour les directeurs des écoles secondaires ou des enseignants, et se baser sur des critères objectifs connus par tous les Burundais, y compris les modalités d'engagement. Et dans le but vraiment de faire correspondre le profil recherché et le poste que la personne doit occuper. Libera Ntibashira Kandi ajoute aussi que pour l'intérêt du pays, le régime CNDD-FDD devrait changer sa stratégie de gouverner et mettre en avant la méritocratie. Regarder l'appartenance politique conduit malheureusement à la situation à laquelle on assiste aujourd'hui dans tous les secteurs de la vie nationale. Et d'ailleurs, ce qui se passe dans le secteur de l'éducation se passe aussi dans les autres secteurs, à tous les niveaux des pouvoirs. Donc, l'attribution, l'engagement ou le clientélisme auquel on assiste, basé sur l'appartenance politique, est un fléau aujourd'hui au Burundi et les conséquences sont dramatiques
pour le pays. On assiste franchement à une situation, je dirais, unique au monde. Et il suffit d'écouter les discours des uns des autres, des responsables politiques, et vous comprendrez qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne sont pas à la place qu'il faut. Et tout cela, c'est un système qui a été mis en place, comment dirais-je, d'engager des personnes sur base uniquement de l'appartenance politique. Alors, quels sont les conseils à prodiguer? C'est un choix. Ou bien, nous les Burundais, faisons un choix du statu quo, ou alors changer les choses, ça, et il revient au président de la République de prendre ses responsabilités et d'élaborer, en collaboration avec les autres institutions, de mettre en place un système d'expertise, donc faire un choix de compétences. Autrement dit, de placer une personne ou un Burundais ou une Burundaise à la place qu'il faut sur base de ses compétences, plutôt que de promouvoir la médiocrité. Parlons société à présent. Certains habitants de la zone Rukaramu affichent leurs inquiétudes quant à la prochaine saison pluvieuse et qui peut provoquer des inondations. Ils demandent aux autorités habilitées de trouver une solution durable pour leur éviter l'abandon de leur ménage. Le point avec Dani Claire et la trouve. Certains habitants de la zone Rukaramu estiment que le gouvernement ne fait que ralentir les choses en ce qui concerne la canalisation de la rivière Rusizi. La population de Rukaramu pense qu'elle va encore une fois enregistrer d'énormes pertes, y compris la séparation avec les membres de leur famille si rien n'est fait pour gérer cette rivière. Celui-ci est un habitant de Rukaramu. Nous, les habitants de la zone de Rukaramu, sommes tellement inquiétés par la lenteur du gouvernement. Ce dernier nous avait promis de gérer la rivière Rusizi pour qu'elle ne nous cause pas de nuit. Mais jusqu'à présent, le gouvernement n'a rien fait. Bientôt, c'est la saison pluvieuse et nous allons encore une fois enregistrer des pertes en cas d'inondation. Nous demandons qu'il fasse intervenir des machines pour freiner ces eaux et pour aussi faire l'extraction du sable car on peut le vendre par la suite. Ça pourrait nous aider à ne plus séparer de nos familles. Effrayée, la population de la zone Rukaramu lance un appel vibrant au président de la République de sortir de son silence. Nous demandons au président de la République et toutes les autorités qui l'aident à diriger le pays de faire quelque chose dans l'immédiat avant que nous fuyions de nouveau. Nos enfants sont toujours sur le banc de l'école. Si le gouvernement ne fait rien, cela peut les conduire à abandonner leurs études à cause du manque de logement, surtout que la plupart étudient au centre-ville de Bujumbura. Ces habitants de la zone Rukaramu demandent aux autorités habilitées de trouver des solutions aux inondations avant que la rivière Rusizi ne les sépare encore une fois de leur famille. Le ministre en charge des infrastructures estime que les maisons construites sur les montagnes surplombant la capitale économique Bujumbura sont la principale cause des inondations observées périodiquement dans cette ville. Dieudonné Dukundane était hier au Sénat dans une séance de questions orales. La ville de Bujumbura s'est agrandie de la plaine vers les montagnes. Lorsqu'elle se limitait seulement à la zone de Buyenzi, les caniveaux existants à cette époque étaient suffisants pour conduire les eaux en provenance de Nyakabiga, Javé et Rohero. Mais par après, il est venu les quartiers de Mutanga Nord et Sud, et Kigobe, et toutes ces montagnes environnantes de la ville de Bujumbura sont actuellement habitées. Si la ville aurait commencé à être occupée depuis les montagnes vers la plaine, on aurait obtenu assez d'espace pour élargir davantage, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Comme on l'a dit, ces bâtiments érigés sur les montagnes environnantes de la ville ne tranquillisent pas, surtout quand il y a des inondations et des catastrophes, vu qu'il n'y a pas de caniveaux, de routes et autres. C'est pourquoi pendant les périodes pluvieuses, les eaux s'acheminent jusqu'à l'hôtel Novotel parce qu'ils n'ont pas d'endroit où se déverser. Et comme vous le savez, dernièrement, on a envoyé, je crois que c'est au mois de mars ou avril, une équipe d'ouvriers qui se sont rendus dans les égouts qui se trouvent en dessous du stade FFB et de l'hôtel Novotel pour les déboucher. C'est ce que nous allons encore faire car c'est une solution à court terme. Mais sachez bien que le problème majeur, ce sont ces maisons construites sur les montagnes environnantes de la mairie de Bujumbura. Avant, l'eau s'infiltrait dans le sous-sol, ce qui n'est plus le cas, et l'eau cherche les caniveaux où se déverser. C'est pourquoi d'ailleurs on rencontre toujours ces problèmes d'inondation dans les localités de Gatunguru, Charama et ailleurs.
Selon le ministre Dieudonné Dukundane, toutes les rivières allaient être canalisées pour limiter les dégâts des inondations, mais les moyens financiers font défaut. Nous avons déjà commencé les travaux de construction pour ériger les rives de la rivière Gasseni. Si vous regardez bien en haut de la route menant au palais présidentiel, il y a des activités en cours qui consistent à construire un réservoir pour diminuer d'abord la vitesse de l'eau avant qu'elle atteigne le grand réservoir se trouvant à Tcharama afin de limiter des dégâts. Ces activités de construction demandent d'énormes moyens. C'est pourquoi l'urbanisme doit travailler en collaboration avec le ministre en charge de l'environnement pour bien aménager la ville, mais également bien protéger l'environnement. Nous avons un projet en préparation qui demande 60 millions de dollars et ce projet sera financé par la Banque mondiale. Ce projet consiste en général à construire des infrastructures qui résisteront au changement climatique. En vérité, si on analyse les investissements utilisés en construisant dans cette partie, ils sont énormes, dont nous devons agir pour éviter d'enregistrer des pertes. Si on avait assez de moyens, on aurait construit les rives de toutes ces rivières. Vous savez que le projet de réaménagement des rives de la rivière Nahangwa a pu sauver beaucoup de maisons à Kigobe et à Nyakabiga. Si on peut réaliser ce travail jusqu'au lac Tanganyika, ça sera un excellent sauvetage. Mais c'est un travail qui nécessite beaucoup d'argent. Dans un instant, nous parlons gouvernance. Certains militaires qui ont des comptes au sein de la coopérative d'épargne et de crédit pour l'autodéveloppement des militaires, CECADEM, dénoncent des difficultés de retrait sur leurs comptes respectifs. Ces militaires indiquent qu'ils viennent de passer plusieurs jours en attente d'être servis. Ces militaires disent avoir du mal à satisfaire les besoins de leurs enfants pour la prochaine rentrée scolaire. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Ces militaires qui se lamentent à cause du mauvais service leur rendu par la coopérative d'épargne et de crédit pour l'autodéveloppement des militaires, CECADEM en sigle, pressent dans différents coins du pays. Ces militaires indiquent qu'ils passent des jours en attendant d'être servis, mais sans succès. Certains viennent pour retirer l'argent qu'ils ont épargné et d'autres pour percevoir leur salaire. Des sources parmi les militaires qui se sont entretenus avec la RPA hors micro font savoir qu'ils ont déposé leur carte d'identité selon l'ordre d'arrivée au guichet depuis vendredi de la semaine dernière, mais jusqu'à ce mardi, ils n'avaient pas encore été servis. De plus, selon ces militaires, même ceux qui parviennent à être servis n'ont pas droit de retirer une somme qui dépasse 500 000 francs, alors qu'il y a ceux qui sollicitent des millions. L'explication qui leur est donnée selon certains d'entre eux est que la Banque de la République du Burundi, BRB en sigle, met à la disposition de la CECADEM peu d'argent qui ne répond pas aux demandes de tous ses clients. Nos sources au sein des militaires indiquent que cela serait dû à un climat de mésentente qui existe depuis un certain temps entre les responsables de la coopérative des militaires CECADEM et ceux de la Banque centrale. Cette dernière aurait souhaité que la CECADEM opère comme une banque et de se conformer aux normes établies, surtout en matière de paiement des impôts. L'exhortation de la BRB n'a pourtant pas été bien accueillie par la CECADEM qui préfère plutôt continuer à fonctionner comme une microfinance. Selon ces militaires, ce bras de fer entre la CECADEM et la BRB perturbe leur projet vu que certains se préparaient déjà à envoyer leurs enfants à l'école. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le colonel Nestor Vigiliman, directeur général de la coopérative d'épargne et de crédit pour l'autodéveloppement des militaires CECADEM, pour recueillir sa réaction. La CECADEM a son siège au centre-ville de Bujumbura avec des agences en zone de Kamenge et Musaga. Elle possède également des agences à l'intérieur du pays dans les provinces de Cankuzo, Chibitoke, Kayanza, Makamba, Mwaro, Kitega, Muyinga et Rumonge. Pour clore cette édition, parlons de certains commerçants de Bujumbura City Market, communément appelés chez Sion, qui disent ne pas savoir comment ils vont s'acquitter des frais de location qui ont été revus à la hausse. Ces marchands ne comprennent pas non plus pourquoi le propriétaire du marché a pris la décision de majorer les prix de location sans les avertir. Josiane Muzaneza a plus de détails. barabitahuye barabona nabo nyene ko ari ngombwa yuko ibiciro biduga.
Au moment où Karine Kamikazi, la chargée du département administratif et financier au marché Bujumbura City Market, avait annoncé que la hausse des prix des stands résultait d'un consensus avec les concernés, certains commerçants réfutent cela et disent plutôt avoir été surpris lorsqu'on leur a présenté ce mardi des nouveaux contrats à signer. Il n'y a pas eu de réunion. Pourtant, nous disposons d'une radio qui sert à relayer toutes les informations relatives au marché. Néanmoins, on a entendu dire qu'il s'est entretenu avec quelques commerçants et il leur a été signifié qu'après que le gouvernement ait décidé de hausser les taxes, ils n'ont pas d'autre choix que de procéder à la hausse des prix des stands. Aujourd'hui, ces commerçants disent être désespérés car ils ne voient pas où ils vont trouver de quoi payer ces stands. Tout le monde est consterné car personne n'est à mesure de s'acquitter de cette somme. Pour le moment, une partie des commerçants restant au marché Bujumbura City Market demande aux propriétaires du dit marché de voir comment revoir à la baisse ces tarifs, vu que certains d'entre eux vont se retrouver à payer mensuellement plus de 700 000 francs burundais, un montant qui ne leur sera pas possible d'obtenir. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 30 août 2023. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Libasumba. Au revoir.